Le secteur du BTP représente en France 1 200 000 salariés et environ 50 000 intérimaires. C'est le secteur professionnel le plus accidentogène. 30% des accidents du travail, 25 à 30% des accidents du travail mortels, pour 9% des effectifs salariés. Depuis 1988, on déplore entre 250 et 350 accidents mortels chaque année dans ce secteur, hors intérimaire. Responsabiliser l'ensemble des intervenants à l'acte de construire afin de lutter efficacement contre les accidents du travail est l'objectif de la loi du 31 décembre 1993 et de ses décrets d'application. Le maître d'ouvrage est désormais responsable de l'intégration de la prévention dans la définition des conditions architecturales, techniques, financières et de délai de l'opération envisagée. Il devra mettre en œuvre une coordination entre les différents partenaires à l'acte de construire. Architectes, bureaux d'études, entreprises. Désigner en fonction de la taille du chantier un coordonnateur santé-sécurité. Catégorie 3, 2 entreprises et plus. Catégorie 2, plus de 500 hommes-jours ou 20 travailleurs pendant 30 jours. Catégorie 1, plus de 10 000 hommes-jours. Au cours de la conception, le coordonnateur santé-sécurité élabore le plan général de coordination, constitue le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage, ouvre un registre journal de la coordination, définit les suggestions afférentes à la mise en place et à l'utilisation des protections collectives et mentionne dans les pièces écrites leur répartition entre les différents corps d'État. Il s'agit d'assainir l'île Sainte-Anne. Bon, cette île actuellement a des exutoires qui sont principalement la Loire. Donc raccordons tous les effluents de l'île Sainte-Anne à l'émissaire général qui va traiter les eaux à la station de Tougas. Pour ces travaux, il a été décidé de construire une station de refoulement, d'une part, un collecteur gravitaire d'autre part, et donc une conduite forcée sur le pont Anne de Bretagne. Alors, le passage de cette conduite a nécessité donc une réflexion au niveau du pont. Et compte tenu de cette réflexion et des besoins des autres concessionnaires, donc il a été décidé de réfléchir à la solution technique la plus appropriée pour, au niveau du pont, recueillir les différents besoins. Alors à savoir une conduite d'eau potable qui aussi a à être posée dans ce pont-là, une conduite de refoulement d'assainissement et des réseaux EDF. On a donc écarté la possibilité d'accrocher les canalisations sous la voûte, dans la mesure où l'accès futur était rendu difficile et qu'il fallait imaginer des systèmes de nacelles négatifs pour pouvoir intervenir sur les canalisations. C'est l'hypothèse du platelage qui est ressortie de cette première constatation. Ça va permettre durant le chantier de travailler, disons, en bonne condition, puisqu'on a une surface, et que par la suite, pour l'entretien, je pense que tous les services pourront intervenir, le platelage étant à poste fixe pendant la durée de l'ouvrage, d'intervenir un petit peu quand elles voudront, quoi. Donc il fallait avoir une vue globale de l'ouvrage existant et intégrer le futur. Donc il ne fallait absolument pas dépasser l'intradose de l'ouvrage. Donc cette contrainte a entraîné des hauteurs d'accès très faibles. Au fur et à mesure de l'avancement et de la construction, disons, technique, le plan général a évolué et sera donc joint au DCE phase marché, puisqu'on est fin février, les DCE vont le lancer normalement en novembre. Donc les entreprises vont pouvoir répondre sur quelque chose de beaucoup plus précis. En fait, moi je vois que pour éviter le risque durant le chantier, d'une part, je crois que c'est acquis qu'on pose le platelage en amont, en priorité, de façon à ce que DF, l'eau et l'assainissement posent leurs ouvrages. Et que deuxièmement, le dossier d'intervention ultérieure que je dois réaliser et de donner à mon maître d'ouvrage au mois de janvier l'année prochaine, en fait, il sera complètement fait et on pourra accéder ultérieurement sur l'ouvrage. Donc il est prévu de réaliser la pose du platelage, la pose du supportage des différentes canalisations par encorbellement à l'avancement.
C'est quand même un domaine qui a été, non pas une découverte, mais où on appréhende, enfin moi j'ai vraiment appréhendé ce que ça voulait dire un certain nombre de domaines de sécurité. Il y a un danger par rapport à ces nouvelles directives et ces nouvelles pratiques, bien entendu, c'est qu'on ait tendance, nous, à décomplexifier un peu la conception et les bâtiments. Parce qu'on sait que des problèmes vont se poser là, là et là, on a peut-être tendance à, je dirais, appauvrir un peu la conception. Par rapport à ça, il est inhérent à ce qu'on a à faire, il est inhérent qu'il y a des bâtiments complexes. Et que je suis convaincu qu'il ne faut pas se limiter dans ce domaine-là, et qu'il y a ce qu'on va appeler des valeurs d'usage de bâtiments qui nécessitent la complexité. À partir de ça, moi je suis convaincu aussi que ce n'est pas la première fois que dans la conception architecturale, la contrainte aide la conception. Moi je suis à peu près convaincu que ceci va s'intégrer petit à petit et qu'en fin de compte, on n'aura plus à souffrir d'accrotaires qui vont se relever, on trouvera les solutions, etc. Mais ceci étant dit, sur le plan de la réalisation elle-même et du quotidien, bon, on vit des choses qui sont également extrêmement intéressantes sur la réalisation. On avait pressenti au moment de l'étude, on avait pressenti qu'il y avait une nécessité de rapprochement d'un certain nombre d'entreprises pour qu'elles réalisent pendant la période des travaux des ouvrages communs pour pouvoir, en fin de compte, le faire le plus confortablement et le plus en sécurité. On a essayé, dans le document d'appel d'offres, on a essayé de faire comprendre qu'il y avait intérêt à ce que certaines entreprises se rapprochent pour ça et qu'elles prévoient bien dans leur offre les coûts que cela pouvait induire et que de toute façon, c'était peut-être des coûts qui étaient inférieurs à certains échafaudages dans la mesure où elles se regroupaient. Autre chose, je trouve que, hélas, je vais parler des maîtres d'ouvrage très souvent, et on le comprend, un maître d'ouvrage met un certain temps à mettre en route un projet. Et à partir du moment où le projet est décidé, on s'aperçoit trop souvent que le laps de temps pour le réaliser devient... Enfin, tout se rétrécit, il faut aller très très vite. Et je pense que la notion de délai n'est pas négligeable, une certaine importance, lorsqu'on veut effectivement aborder une réalisation sous l'angle de la santé-sécurité. Notre problème, c'est qu'ils ne veulent pas. Au cours de la réalisation de l'ouvrage, le coordonnateur organise la coordination des activités simultanées ou successives, procède à des inspections communes avec les entreprises, veille à l'application correcte des mesures de coordination définies, préside le CISSCT sur les chantiers de niveau 1. Dis-moi un petit peu quels sont vos créneaux d'intervention sur ce chantier-là. Alors la première équipe qui finit à 5h, elle démarre à quelle heure? Elle commence à 8h le matin. À 8h le matin. Et l'autre équipe commence à 9h. Qui avait été fait. Donc là, ce serait peut-être à refaire. Matérialiser. Enfin, si, ils ont été faits, on a remis un escalier complémentaire. Oui, mais là, il y aurait peut-être. On peut baliser. Dans ce secteur-là, il y a aussi du rangement à faire au niveau du matériel. Le balancement entre les effectifs, c'est 100 là, 100 là. C'est avec les ferrailleurs, on est 60 côté zone Est. Il y avait 13 ferrailleurs, donc ça fait 73. Il y avait 13 ferrailleurs. Il y a eu des observations écrites. Est-ce qu'elles ont été confirmées J'ai pas vu le rapport, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs mesures préconisées, et entre la première visite et la deuxième visite, on ne sait pas très bien ce qui a été fait. Ce n'est pas un agent de sécurité, que le coordonnateur n'était pas un sous-inspecteur du travail. Je crois que là-dessus, les débats, tant au niveau de la représentation nationale qu'au Conseil d'État, montrent bien qu'il n'y a pas de délégation de service public donné au coordonnateur. Le pouvoir régalien de l'inspection du travail reste entier. Il a un rôle supplémentaire et il n'exonère pas la responsabilité propre des entreprises. Donc il y a tout je dirais, effectivement, un contour qui va se dessiner dans la pratique et qu'on a essayé de dessiner dans la directive, dans la loi et dans les décrets d'application. Je ne dis pas que c'est un contour facile, mais il y a un contour à essayer de dessiner. On passe d'une notion de sécurité à une notion de prévention. Il me semble que là où maître d'ouvrage et maître d'œuvre ont véritablement leur rôle dans ce domaine-là, en matière de sécurité, lorsqu'ils s'investissent là-dessus, je crois qu'on trouve une différence qui est très sensible.